Du sang sur du béton, c'est une chose. Du sang sur un tapis perçant fait main, c'est juste un mal de tête qui coûte cher. Frankie se fichait du tapis. Elle se fichait des hommes qui traînaient discrètement une bâche enroulée par les lourdes portes arrière en acier. Elle se souciait de l'homme assis derrière le bureau en chêne massif. Il la regardait avec un air vide et ennuyé. Il possédait cette ville. Il possédait la dette de jeu de son frère. Et depuis 10 minutes, il pensait la posséder elle aussi. Il se trompait lourdement. L'odeur de liquide de transmission brûlé est une chose dont on ne se débarrasse jamais vraiment. Elle s'infiltrait dans vos cuticules, vivait dans les plis de vos articulations et tachait l'air même que vous respiriez. Frankie se frottait les mains avec du savon à la pierre ponce au-dessus du lavabo. Le grain rugueux ne parvenait guère à enlever la graisse épaisse de sa peau. L'eau coulait noire, puis grise, puis enfin claire, tourbillonnant dans le drain rouillé. Elle ferma le robinet d'un tour sec du poignet et attrapa une serviette d'atelier effilochée. C'était un mardi. Le garage était calme, à l'exception du cliquetis rythmé d'un radiateur qui refroidissait. C'était celui d'une Chevrolet cabossée dans l'emplacement numéro 3. C'était censé être un après-midi normal. Puis son frère aîné, Léo, est entré. Il ne marchait pas, il se traînait. Son œil gauche était enflé et fermé. La peau autour était d'une teinte écœurante de prune et de jaune. Sa lèvre inférieure était fendue. Du sang séché formait une croûte sur le chaume de son menton. Frankie n'a pas crié. Elle ne s'est pas précipitée pour lui prendre le visage dans ses mains. Elle a simplement laissé tomber la serviette d'atelier sur le sol en béton. « Combien ?» a-t-elle demandé. Sa voix était plate, morte. Elle avait passé les 5 dernières années à sauver de la faillite le garage de leur père. Elle travaillait 14 heures par jour, respirant les gaz d'échappement et la rouille. Et tout ça pour que Léo traite l'endroit comme son distributeur de billets personnels pour ses parties de cartes. Léo s'appuya contre le cadre de la porte, refusant de croiser son regard. Il fixait les taches d'huile sur le sol. « 30 $, marmonna-t-il. Frankie se figea. L'air dans le garage devint soudain incroyablement lourd. 300 $. Léo déglutit difficilement. Sa pomme d'Adam fit un va-et-vient. 1000, Frankie. 300 000. Elle ne l'a pas frappé. Elle voulait attraper la lourde clé en acier de l'établi et lui défoncer les côtes. Mais la colère explosive se transforma immédiatement en une angoisse froide et lourde au creux de son estomac. 300 000. Ce n'était pas une somme que l'on devait à un bookmaker. C'était une somme que l'on devait à un cartel. Ou pire, qui, exigea-t-elle. Gabriel Costa, murmura Léo. Le nom franchit à peine ses lèvres. Le nom flottait dans l'air, toxique et lourd. Gabriel Costa n'était pas un voyou des rues. Il ne cassait pas des jambes dans des ruelles sombres. Il opérait depuis des tours de verre. Il possédait des politiciens, des routes maritimes et la moitié de l'immobilier du côté sud. Il était corporatif, aseptisé et totalement impitoyable. Si vous deviez de l'argent à Costa, vous ne perdiez pas seulement votre entreprise, vous perdiez votre oxygène. Il veut l'acte de propriété du garage, Frankie, dit Léo, la voix brisée. Il veut le terrain. Si on le lui cède, on est quitte. Ce garage était la seule chose saine que leur père ait jamais construite. C'était le sien. Elle connaissait chaque fissure dans le béton, chaque courant d'air des portes de garage. Elle n'allait pas le donner à un homme qui portait des costumes sur mesure et calculait des vies humaines sur un tableur. 2 heures plus tard, Frankie se tenait dans le hall de Vanguard Logistics. La transition de son monde au sien était brutale. Il n'y avait pas de graisse ici, pas de rouille. Juste des kilomètres de marbre blanc poli, d'acier brossé et le bourdonnement de la climatisation centrale. La réceptionniste, une femme aux traits parfaitement symétriques et aux yeux froids, ne lui a pas demandé si elle avait un rendez-vous. Elle a simplement passé un appel téléphonique, a hoché la tête, et 2 hommes en costume sombre sur mesure sont sortis de l'ombre du couloir. Ils ne l'ont pas touché, mais ils n'en avaient pas besoin. La menace était implicite. Ils l'ont conduite à un ascenseur qui nécessitait une carte magnétique. Ils sont montés jusqu'au dernier étage, dans un silence complet. Le seul son était le doux carillon des étages qui changeaient. Frankie gardait les mains enfouies dans les poches de sa veste en toile, cachant le léger tremblement de ses doigts. Elle était mécanicienne. Elle réparait les choses cassées, mais elle ne savait pas comment réparer ça.
Les portes s'ouvrirent. Le dernier étage n'était pas un bureau. C'était une forteresse déguisée en penthouse. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue divine et panoramique sur la ville. Le ciel était d'un gris laid et meurtri, menaçant de pluie. Au centre de ce vaste espace se trouvait un grand bureau taillé dans une seule plaque de bois sombre. Gabriel Costa ne leva pas les yeux quand elle entra. Il signait une pile de documents, le stylo en or se déplaçant sur le papier avec des traits fluides et précis. Il ne ressemblait pas à un monstre, il ressemblait à un PDG. Des cheveux sombres soigneusement coupés, des pommettes hautes, une mâchoire nette ombrée par une barbe d'un jour. Il portait un costume anthracite sans cravate, les 2 premiers boutons de sa chemise blanche défaits. Il avait l'air entièrement détendu. Les 2 gardes reculèrent, se fondant dans la périphérie de la pièce. Ils laissèrent Frankie seule au centre du tapis persan. Elle ne parla pas. Elle laissa le silence s'étirer, refusant d'être la première à le rompre. C'était une petite rébellion, mais c'était tout ce qu'elle avait. Finalement, Gabriel reboucha son stylo. Il le posa avec un léger clic et leva lentement la tête. Ses yeux étaient sombres, pas bruns, mais d'un obsidienne profond et insondable. Ils se fixèrent sur les siens, la disséquant en une fraction de seconde. Il remarqua ses bottes éraflées, sa veste en toile délavée, l'obstination de sa mâchoire et l'ombre persistante de graisse près de la racine de ses cheveux. « Francesca », dit-il. Sa voix était un baryton grave et résonnant qui vibrait dans la pièce silencieuse. Ce n'était pas une salutation. C'était un inventaire. J'attendais votre frère, mais étant donné son état physique actuel, je suppose qu'un mandataire est logique. Je ne suis pas un mandataire, dit Frankie, gardant sa voix remarquablement stable. Je possède 60% du garage. Mon père m'a laissé la part majoritaire. Léo ne pouvait pas vous céder l'acte de propriété, même s'il l'avait voulu. Gabriel se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, joignant ses longs doigts. Un léger changement, presque imperceptible, dans son expression lui indiqua que c'était une nouvelle pour lui. Mais il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air intrigué. « Vraiment » murmura-t-il. « C'est exact » répondit Frankie. Elle fit un pas en avant. « Alors, monsieur Costa, si vous voulez ma propriété, vous allez devoir me parler. Et je ne suis pas vendeuse. » Gabriel observa un long moment. Le silence dans le bureau devint épais, oppressant. Dehors, derrière les murs de verre, les premières gouttes de pluie commencèrent à frapper les fenêtres. Elles laissaient de longues traînées déchiquetées, comme des larmes sur le verre. Il ne cilla pas, il la fixait simplement, pesant son défi contre son manque évident de pouvoir. « Votre frère me doit 300 000 $, Francesca, » dit Gabriel doucement. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. La dette est échue. Les intérêts s'accumulent. Le terrain sur lequel se trouve votre garage est un emplacement de choix pour une nouvelle installation que je construis. Il vaut environ la moitié de ce qu'il me doit. Mais je suis prêt à prendre l'acte de propriété et à considérer que nous sommes quittes. Par un rare élan de charité. La charité? Cratcha Frankie. Le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. Vous avez organisé une partie truquée. Vous avez trouvé une proie facile, vous l'avez endettée, et vous l'avez utilisée pour obtenir un bien immobilier que vous vouliez, sans avoir à négocier avec la ville. Ne présentez pas ça comme une faveur. C'est du vol. L'un des gardes dans le coin changea de position, sa main reposant nonchalamment près du revers de sa veste. Gabriel leva un seul doigt, faisant taire le garde sans un mot. Ses yeux sombres restèrent fixés sur Frankie. « Ce sont les affaires », corrigea Gabriel avec douceur. « Votre frère a fait un choix. Maintenant, les conséquences sont là. Si vous refusez de céder l'acte de propriété, je recouvrerai simplement la dette en espèces, d'ici la fin de la semaine. Pouvez-vous faire un chèque de 300 000 $ aujourd'hui, Francesca ?» La mâchoire de Frankie se crispa. Elle ne pouvait même pas faire un chèque de 3 000 $, encore moins de 30. Son silence fut toute la réponse dont il avait besoin. « C'est bien ce que je pensais », dit Gabriel, se penchant en avant et posant ses avant-bras sur le bureau. L'immobilité prédatrice de sa posture était terrifiante. « Alors, voici le nouvel arrangement. Je prends le garage, vous signez les papiers. Et comme la valeur de la propriété ne couvre pas entièrement la dette, vous rembourserez le reste en travaillant. » Frankie cligna des yeux, son esprit butant sur ces mots. « Le rembourser en travaillant. »
En faisant quoi? Ma flotte nécessite de l'entretien, dit Gabrielle, d'un ton tout à fait conversationnel. Vous êtes mécanicienne. Vous entretiendrez les camions de transport sur les quais. Vous serez d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que je décide que la dette est réglée. Vous répondrez à mon contremaître. Vous suivrez mon emploi du temps et vous appartiendrez à cette organisation jusqu'à ce que j'en décide autrement. Il la dépouillait de tout. Son entreprise, son autonomie, sa vie. Il la traitait comme un actif dans un registre, quelque chose à acquérir, à utiliser et finalement à jeter. L'arrogance froide et mécanique de son plan fit sauter le dernier fil qui retenait le tempérament de Frankie. Une bouffée de rage chaude et aveuglante naquit dans sa poitrine et lui brûla la gorge. Ce n'était pas la colère frénétique et paniquée d'un animal acculé. C'était une fureur ancestrale et profonde. C'était la colère d'une femme qui s'était battue et avait saigné pour tout ce qu'elle avait. Et tout ça pour qu'un homme en costume de soie lui dise qu'elle n'était rien. La langue anglaise lui parut soudain totalement inadéquate. Elle était trop douce, trop polie pour ce qu'elle voulait lui faire. Sans réfléchir, la bouche de Frankie s'ouvrit et les mots jaillirent. Pas en anglais et pas dans l'italien musical et raffiné du Nord. Elle se rabattit sur le dialecte sicilien dur, guttural et venimeux, que sa grand-mère crachait quand elle était poussée à bout. Son grande figure de boutana, grande Frankie, sa voix baissant d'une octave, rauque et déchiquetée. Elle s'approcha du bureau, les mains fermement plantées sur ses hanches. « Tu es un énorme fils de... Tu penses pouvoir acheter les gens comme de la viande au marché. Tu devrais avoir honte. Ton sang est de la boue. Tu dévores la vie des autres parce qu'à l'intérieur, tu n'es qu'une pieuvre morte, sans âme et sans honneur. » Elle ne s'arrêta pas là. Les mots vinrent plus vite, rythmiques et violents. Une série de malédictions archaïques et profondément personnelles qui visaient sa lignée, son arrogance et le noyau creux et pourri qu'elle voyait derrière son bureau coûteux. Elle le maudit de marcher aveuglément vers la ruine. Elle maudit son argent de se transformer en cendre. Et elle termina en traînant sa fierté dans la boue de 100 générations de rage paysanne. Quand elle fut finalement à bout de souffle, le silence dans le bureau était assourdissant. Sa poitrine se soulevait, ses mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de l'énorme décharge d'adrénaline. Elle le foudroya du regard, attendant que les gardes lui tirent dessus, attendant qu'il ordonne qu'on la traîne dehors. Au lieu de cela, les épaules de Gabrielle Costa commencèrent à trembler. Cela commença par un grondement sourd et sombre dans sa poitrine, à peine audible. Puis, lentement, les lignes dures et plates de son visage se brisèrent. Les coins de sa bouche se contractèrent, se courbant vers le haut, jusqu'à ce qu'un sourire plein, authentique et terrifiant se dessine sur son visage. Cela le changea entièrement. Le PDG froid disparut, remplacé par quelque chose de plus sauvage, de plus vif et d'incroyablement dangereux. Il laissa échapper un rire court et rauque, le son raclant l'air lourd de la pièce. Il se leva lentement de son fauteuil. Il était beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Il contourna le bord de l'immense bureau, ses pas lents et délibérés. Il s'arrêta à moins de 30 centimètres d'elle. Frankie ne recula pas, relevant le menton pour maintenir le contact visuel. Son pouls battait sauvagement contre ses côtes. Gabrielle la regarda de haut. L'amusement dans ses yeux sombres avait disparu, remplacé par une chaleur sombre et intense qui lui coupa le souffle. Il se pencha légèrement, sa voix tombant dans un murmure rauque et graveleux qui lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. « Répétez ça !» murmura Gabrielle, un sourire prédateur jouant sur ses lèvres. Et me regardant droit dans les yeux. L'air dans le penthouse semblait soudain raréfié. C'était comme si l'énorme orage qui se préparait derrière les baies vitrées avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Gabrielle était si proche que Frankie pouvait sentir la chaleur ambiante qui émanait de sa poitrine. Il sentait cher, un mélange vif et propre de bergamote, de cèdre et de quelque chose d'intrinsèquement métallique, comme une pièce de monnaie fraîchement frappée. Frankie ne recula pas. Tous ses instincts de survie lui hurlaient de battre en retraite, de baisser les yeux, d'exposer son cou aux prédateurs dans la pièce. Elle les ignora. Elle fixa son regard sur ses yeux d'obsidienne, sentant le battement rapide et lourd de son propre pouls contre sa clavicule. « Vous voulez que je le répète ?» demanda-t-elle, sa voix tombant dans un registre rauque et haletant. Elle n'attendit pas sa réponse.
Elle se pencha en avant, comblant le dernier centimètre d'espace entre eux. Proportu senza arma senza onori, j'ai dit. Tu es une pieuvre morte, sans âme, sans honneur. Les deux gardes dans le coin se tendirent, le bruit de leurs chaussures en cuir sur le parquet résonnant sèchement. Gabriel leva une main sans rompre le contact visuel. Les gardes se figèrent. Il fixa Frankie, ses yeux traçant l'obstination de sa mâchoire, le léger frémissement de ses narines. La façon dont sa poitrine se soulevait sous la toile délavée de sa veste de travail. Le sourire sur son visage s'estompa lentement, se transformant en un regard d'une intensité absolue et déconcertante. C'était le regard d'un homme qui avait passé sa vie à manger des plats fades et à qui on venait de tendre un piment rouge et brûlant. « Ma grand-mère, dit Gabriel, sa voix une vibration basse et graveleuse. Elle m'appelait comme ça quand je volais du pain frais sur le comptoir. Généralement juste avant de me frapper avec une cuillère en bois. » Frankie cligna des yeux, l'absurdité totale de la déclaration, la déséquilibrant une fraction de seconde. Alors c'était une bonne juge de caractère. Gabriel laissa échapper une expiration courte et sèche par le nez. C'était peut-être un autre rire. La plupart des gens qui se tiennent sur ce tapis me supplient, Francesca. Ils pleurent, ils m'offrent leur femme, leur maison, leur loyauté. Ils me parlent dans un anglais très calme et très poli. Personne ne s'est jamais tenu dans mon bureau pour traîner mes ancêtres dans la boue dans la langue maternelle. Je n'ai pas de femme à vous donner, répondit froidement Frankie. Et je ne vous donne pas ma maison. Donc tout ce qui reste, c'est la vérité. Gabriel pencha la tête, l'étudiant comme une pièce de machinerie complexe qu'il essayait de déconstruire. Il tendit la main, ses mouvements lents et délibérés, signalant son intention pour qu'elle ne tressaille pas. Il ne toucha pas sa peau. Au lieu de cela, ses longs doigts calleux effleurèrent le col effiloché de sa veste, frôlant la tache de graisse près de son revers. « Votre frère est un handicap, » dit Gabriel, son ton revenant aux affaires, bien que la proximité physique maintienne l'atmosphère lourdement chargée. Il est faible, il est stupide, et il est un fardeau pour vos ressources. Si je prends le garage, je vous rends service. Je coupe l'encre qui vous retient. Le garage est à moi, lança Frankie en repoussant sa main. Le contact fut bref, mais ce fut comme un choc électrique. Les dettes de Léo sont les dettes de Léo, mais le bâtiment m'appartient. J'ai construit cette entreprise. C'est moi qui l'a fait tourner. Vous voulez votre argent? Très bien, mais vous n'aurez pas le terrain. Gabriel ne parut pas offensé qu'elle ait frappé sa main. Il glissa simplement ses mains dans les poches de son pantalon. Je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin du terrain pour un centre de routage. Construisez-le ailleurs, rétorqua Frankie. Vous possédez la moitié du côté sud. Trouvez un autre terrain. J'aime votre terrain. Il n'est pas à vendre. Ils étaient dans une impasse. Un patron du crime milliardaire et une mécanicienne en col bleu, enfermés dans une bataille de volonté pour un lopin de béton taché de graisse. La pluie se déchaîna enfin dehors, s'abattant violemment contre les épaisses vitres en lourdes nappes grises. Gabriel lui tourna le dos, marchant lentement vers la fenêtre. Il regarda la ville tentaculaire et trempée par la pluie. Pendant une longue minute, le seul son fut le tambourinement étouffé de l'orage. Frankie resta figé sur place, ses muscles endoloris par la tension, attendant que la sentence tombe. « Je suis un homme raisonnable, Francesca, » dit Gabriel au verre. « Contrairement à votre évaluation colorée de mon âme. » Il se retourna, s'appuyant contre la vitre, les mains toujours dans les poches. La lumière grise projetait des ombres vives sur son visage. « Voici le compromis, » déclara-t-il. « Vous gardez l'acte de propriété du garage. Vous gardez le terrain. La dette de votre frère de 300 000 $ reste active. Cependant, je vais geler les intérêts. » Les yeux de Frankie se plissèrent. En échange de quoi? De vous, dit simplement Gabriel. Vous rembourserez le principal, non pas avec de l'argent, mais avec votre temps et vos compétences. Vous gérerez l'entretien de ma flotte logistique au port. Mais ce n'est pas tout. Il revint vers elle, s'arrêtant à quelques mètres. Vous entretiendrez également mes véhicules personnels. Vous serez à ma disposition personnelle chaque fois que j'en aurai besoin. Vous assisterez aux réceptions auxquelles je vous dirai d'assister. Vous serez un atout directement sous ma supervision. Si vous manquez un service, si vous refusez un appel, l'accord est annulé. Je prends le garage et je fais briser les jambes de votre frère. Avons-nous un accord? C'était une laisse. Il lui offrait une laisse au lieu d'une guillotine.
Mais cela signifiait préserver l'héritage de son père. Cela signifiait éviter à Léo un fauteuil roulant. Frankie regarda l'immense bureau en chaîne, puis les deux hommes armés, et enfin Gabriel. Elle le détestait. Elle détestait le pouvoir suffisant et calculé qui émanait de lui. Mais elle savait aussi reconnaître une bouée de sauvetage. « D'accord, » dit Frankie, sa voix dure comme le fer. « Je réparerai vos camions, mais je ne porterai pas d'uniforme. » La bouche de Gabriel se courba en un sourire lent et dangereux. « Nous verrons bien. Présentez-vous au quai 44 demain à 6 heures du matin, » demandait Dominique. La transition du marbre poli de Vanguard Logistics à la réalité rouillée et imprégnée de saumure du quai 44 fut brutale. L'air du matin était glacial, portant l'odeur âcre et piquante du sel de l'océan et du diesel brûlé. Des mouettes criaient au-dessus de nos têtes, tournoyant autour des immenses grues en acier qui se dressaient sur les quais comme des géants squelettiques. Frankie resserra sa veste en toile autour de sa poitrine. Il était 5h45 du matin. Le ciel était encore d'un noir violacé meurtri, se fondant lentement dans un gris terne à l'horizon est. Elle portait une boîte à outils en acier rouge cabossée dans sa main droite. Elle pesait 30 kilos, mais la portée la ramenait à la réalité. C'était lourd, c'était réel, et ça lui appartenait. Elle trouva le dépôt d'entretien à l'extrémité du quai. C'était un entrepôt caverneux en tôle ondulée, plein de courants d'air et mal éclairé par des ampoules fluorescentes qui bourdonnaient. À l'intérieur, une douzaine d'énormes camions de transport Peterbilt étaient garés dans des emplacements, sentant le caoutchouc chaud et les gaz d'échappement. Un homme large et costaud, avec une épaisse barbe grise et un presse-papier, criait sur un jeune mécanicien. Frankie s'approcha, posant sa boîte à outils avec un grand bruit métallique qui résonna dans le hangar. Le grand homme cessa de crier et se tourna. Il la toisa de haut en bas, remarquant ses bottes à embout d'acier, son jean épais et la graisse incrustée en permanence sous ses ongles. « Tu es perdue, ma belle ?» demanda-t-il. Sa voix ressemblait à des pierres broyées dans une bétonnière. « Je cherche Dominique, » dit Frankie. « Tu l'as trouvé. »« Frankie, » dit-elle en tendant la main. « Costa m'envoie. » Les sourcils épais de Dominique se haussèrent. Il ne lui serra pas la main immédiatement. Il la fixa, puis regarda son presse-papier, tournant à la 2e page. « Francesca, tu es la nouvelle chef mécano. »« J'imagine que oui. » Dominique laissa échapper un sifflement bas, lui serrant enfin la main. Sa poigne était comme un étau, mais Frankie serra aussi fort en retour. « Monsieur Costa m'a appelé lui-même hier soir. Il a dit que je recevais un spécialiste. Il n'a pas dit que le spécialiste était une fille. Il n'a pas dit qu'elle prendrait en charge la flotte lourde. Est-ce que le genre du mécanicien change le fonctionnement d'un moteur diesel ?» demanda Frankie, son ton plat et sans compromis. Elle n'avait pas la patience pour un bizutage aujourd'hui. Elle avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les yeux sombres et amusés de Gabriel Costa la fixer. Dominique gloussa, un son rauque et aboyant. « C'est juste, tu as du répondant. Costa aime ça, j'imagine. Là-bas. » Il pointa son lourd stylo vers l'emplacement numéro 4, le numéro 88. Joint de culasse grillé. Il doit être démonté, usiné et remonté pour demain soir. Tu penses pouvoir t'occuper d'un poids lourd ou tu ne fais que des vidanges sur des Honda? Frankie ne lui répondit pas. Elle ramassa simplement sa boîte à outils et se dirigea vers l'emplacement numéro 4. Le camion était un monstre. Le capot était basculé vers l'avant, exposant le labyrinthe massif et graisseux du bloc moteur diesel. C'était intimidant, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'un problème avec une solution logique. Elle avait besoin de boulons qui se desserrent quand on applique assez de couple. Elle avait besoin de quelque chose qui ait du sens, contrairement au marché insensé qu'elle avait conclu la veille. À midi, elle était couverte d'huile noire. Ses articulations saignaient à cause d'une clé qui avait glissé, et son dos lui faisait mal à force de se pencher sur les lourdes ailes. Le bruit dans l'entrepôt était assourdissant. Le sifflement des perceuses pneumatiques, le cliquetis des outils tombés, les cris des dockers à l'extérieur. C'était une symphonie chaotique et violente, et Frankie s'y intégra parfaitement. Elle travaillait avec une concentration impitoyable et singulière. Elle ne prit pas de pause déjeuner. Elle s'arrêta à peine pour boire de l'eau à la fontaine rouillée près des toilettes. Les autres mécaniciens l'évitaient au début, lui lançant des regards sceptiques,
alors qu'elle démontait seule un bloc moteur de poids lourd. Mais au fil des heures, alors que les pièces étaient nettoyées, classées et préparées pour l'atelier d'usinage avec une efficacité sans faille, les regards sceptiques se transformèrent en hochements de tête respectueux. Vers 3 heures de l'après-midi, Frankie était allongé sur un chariot de mécanicien, glissant sous le ventre du camion pour inspecter le carter d'huile. Le béton était glacial contre son dos. Soudain, le bruit ambiant dans l'entrepôt changea. Il ne devint pas silencieux, mais le ton changea. Les cris cessèrent. Les perceuses pneumatiques arrêtèrent leur sifflement. Une immobilité lourde et anormale s'installa autour de l'emplacement numéro 4. Frankie essuya une traînée de graisse de son front et attrapa le bord du pare-choc du camion, se tirant dessous le châssis. Elle s'assit, poussant ses lunettes de sécurité sur le dessus de sa tête. Gabriel Costa se tenait à 3 mètres de là. Il semblait totalement déplacé dans l'entrepôt crasseux. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé, une chemise blanche impeccable et une paire de chaussures en cuir poli qui coûtait probablement plus cher que le moteur qu'elle reconstruisait. Il était flanqué de 2 hommes, mais il se tenait légèrement en avant d'eux, dominant l'espace sans effort. Dominique se tenait à côté de lui, l'air nerveux, une vision déconcertante pour un homme bâti comme un mur de briques. Les yeux sombres de Gabriel se fixèrent sur Frankie. Il examina son apparence, l'huile étalée sur sa joue, ses articulations ensanglantées, la sueur qui humidifiait le col de sa chemise. Son regard s'attarda une seconde de trop, lourd et illisible. « Dominique me dit que vous avez fait des progrès significatifs sur le numéro 88, » dit Gabriel, sa voix coupant facilement le bruit de fond restant. Frankie attrapa un chiffon de sa poche arrière et se leva lentement, essuyant la couche de crasse la plus épaisse de ses mains. Elle ne sourit pas, elle n'agit pas avec déférence. Elle le regarda simplement, épuisée et totalement indifférente à son étalage de richesse. « C'est une machine, » dit Frankie, en jetant le chiffon sale sur sa boîte à outils. Elle était cassée. Maintenant, on la répare. C'est le travail. Gabriel s'approcha, réduisant la distance jusqu'à se tenir juste au bord du sol taché de graisse. Il baissa les yeux sur les composants du moteur démontés et disposés sur du carton propre. « Vous n'avez pas fui, » nota-t-il doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même. « J'ai une dette de 300 000 $, Costa, » répondit Frankie, en croisant les bras sur sa poitrine. « Où voulez-vous que j'aille » Gabriel leva lentement les yeux des pièces du moteur vers son visage. Cette même chaleur sombre et dangereuse qu'elle avait vue dans le penthouse s'enflamma dans ses yeux d'obsidienne. « Nulle part, » murmura Gabriel. « Vous n'irez nulle part. » La semaine passa dans un tourbillon de muscles endoloris, de diesel brûlé et de café de restaurant bon marché. Frankie vivait pratiquement au quai 44. Le vendredi soir, elle avait ressuscité 3 poids lourds et réussi à obtenir un hochement de tête réticent de Dominique, ce qui ressemblait à arracher des dents à un ours vivant. Elle rangeait sa boîte à outils rouge, essuyant une clé à douille, quand les lourdes portes du hangar vibrèrent. Une berline noire de minuit, élégante, entra dans l'entrepôt. Ce n'était pas un des véhicules de la flotte. Elle était basse, silencieuse et agressivement chère. La portière du conducteur s'ouvrit et un homme en costume gris en sortit. Il ne ressemblait pas à un mécanicien. « Francesca, » dit-il. Ce n'était pas une question. Frankie laissa tomber la clé dans le plateau en métal. « Juste Frankie. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Costa a besoin de vos services à sa résidence. » Elle fixa l'homme. Son dos la tuait. Ses bottes semblaient remplies de plomb. Et la dernière chose qu'elle voulait, c'était de jouer au chien de salon pour Gabriel Costa. Mais le souvenir du taux d'intérêt gelé et des rotules de Léo la fit taire. Elle attrapa un sac à outils en toile plus petit, y fourra quelques essentiels et se dirigea vers la berline. Le trajet dura 40 minutes. Il s'éloignait de la crasse industrielle du port pour monter dans les collines où les lampadaires se raréfiaient et les propriétés devenaient immenses. Ils s'arrêtèrent devant un lourd portail en fer forgé qui s'ouvrit silencieusement, révélant un vaste domaine en pierre caché derrière un mur de chêne centenaire. Le chauffeur ne l'emmena pas à la porte d'entrée. Il contourna la maison par l'arrière, descendit une pente pavée et s'arrêta devant un garage climatisé indépendant. Les portes étaient déjà ouvertes. Frankie sortit de la berline, l'air frais de la nuit lui mordant les joues.
Elle entra dans le garage et s'arrêta net. Ce n'était pas un garage, c'était un musée. Le sol était en époxy gris poli, assez impeccable pour y manger. Sous les lumières LED vives et dures, se trouvait une collection de machines qui lui coupa le souffle. Une Aston Martin DB5, argentée immaculée, une Ducati noire mate. Mais ses yeux ignorèrent les importations européennes et se fixèrent sur le coin arrière. Assise avec le capot ouvert, il y avait une Ford Mustang Boss 429 de 1969. Elle était peinte d'un rouge cerise profond et meurtri. Et penché sur l'aile, tenant une baladeuse, se trouvait Gabriel Costa. Il avait abandonné son armure d'entreprise. Il portait un t-shirt gris délavé qui moulait ses larges épaules et un jean sombre. Ses mains étaient maculées de graisse noire. Il leva les yeux alors que ses bottes claquaient sur le sol en époxy. « Vous êtes en retard », dit Gabriel. Son ton était neutre. Mais ce dangereux courant électrique sous-jacent était toujours là. « Je ne me souviens pas d'avoir reçu un emploi du temps pour vos virées personnelles », répondit Frankie, en posant son sac à outils sur un chariot roulant. Elle s'approcha de la Mustang, incapable de cacher son admiration sincère. Elle passa un doigt propre le long du bord de la portière du conducteur. Peinture d'origine. Restaurée, corrigea Gabriel. Il y a 5 ans. Mais le bloc moteur est d'origine. Quel est le problème? Le calage est déréglé. Le mélange est trop riche. Elle hésite quand je passe en 3e. Il recula, lui offrant l'espace. Frankie n'hésita pas. Elle lui prit la baladeuse des mains et se pencha sur l'énorme moteur V8. L'odeur de carburant à haut indice d'octane et de vieux métal chaud l'envahit. C'était une odeur avec laquelle elle avait grandi. C'était comme être à la maison. Elle commença à vérifier la tête de Delco, ses doigts se déplaçant avec une grâce efficace et exercée. Gabriel ne partit pas. Il se tenait juste à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se frôlent quand elle changeait de poids. Il ne tournait pas autour comme un client typique, inquiet d'une égratignure. Il regardait ses mains. « Vous vous y connaissez en voiture de collection », murmura Gabriel, appuyant sa hanche contre l'établi. « Mon père a reconstruit une Chevelle de 70 dans notre salon quand j'avais 12 ans, dit Frankie sans lever les yeux. Elle attrapa un tournevis plat de son sac. Ma mère a menacé de le quitter. Il lui a dit de ne pas trébucher sur la transmission en sortant. Un petit rire vibra dans la poitrine de Gabriel. Est-ce qu'elle est partie? Non, elle a appris à purger les freins. Frankie ajusta la vis du carburateur, le front plissé par la concentration. Démarrez-la. Gabriel se glissa sur le siège du conducteur. Il tourna la clé. Le moteur ne démarra pas simplement, il explosa à la vie. Un rugissement profond et guttural qui fit trembler les outils sur le chariot. Il se stabilisa en un ralenti lourd et rythmé. Frankie écouta, penchant la tête, s'isolant du monde, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le battement de cœur mécanique de la voiture. Elle leva une main. Gabriel coupa le moteur. Le silence soudain était lourd. Il faut un nouvel avance à dépression, diagnostiqua Frankie en s'essuyant les mains sur un chiffon. Je peux le réparer pour l'instant, mais vous ne devriez pas dépasser les 100 km/h avant que j'aie la pièce. Gabriel sortit de la voiture. Il la regarda, ses yeux sombres la dépouillant de son rôle de mécanicienne, de la graisse, de son extérieur dur. Il la regardait comme si elle était l'énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. « Vous n'avez rien à faire sur les quais, Frankie », dit-il doucement. C'était la première fois qu'il utilisait son surnom. Il sonnait rauque et intime sur sa langue. « Ma place est là où les dettes de ma famille m'entraînent », rétorqua-t-elle en jetant le chiffon sur le chariot. « Ne prétendez pas vous soucier de ma carrière, Costa. Vous m'avez acheté. Vous n'avez pas à m'analyser. » Gabriel s'avança. Sa posture décontractée disparut. Il combla l'écart entre eux, la piégeant entre le métal lourd de la Mustang et son propre corps solide. Il tendit la main, son pouce taché de graisse effleurant sa mâchoire. « Je n'ai pas acheté une mécanicienne, » dit Gabriel, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « J'ai acheté un feu et je vais découvrir exactement ce qu'il faut pour le faire brûler pour moi. » Mardi apporta la pluie, lourde et incessante. Elle transforma les quais en un misérable marécage gris. Frankie était trempé jusqu'aux os à 10 heures du matin, sa veste en toile collant à ses épaules comme du plomb mouillé. Elle était sous une remorque, vérifiant une conduite de frein à air défectueuse quand les cris commencèrent. Ce n'étaient pas les jurons habituels du chantier naval. C'était frénétique, aigu.
Frankie glissa dessous la remorque, juste à temps pour voir un SUV noir défoncer les grilles du quai 44. Il ne ralentit pas. Il dérapa sur le béton mouillé, percutant une pile de palettes en bois, envoyant des éclats voler comme des éclats d'obus. 3 hommes sortirent en trombe avant même que le véhicule ne s'arrête complètement. Ils portaient de lourds manteaux sombres, leurs visages masqués par la pluie battante et des casquettes de baseball baissées. Ce n'étaient pas les hommes de Costa. Frankie connaissait les hommes de Costa. Ils se déplaçaient avec une discipline glaçante et calculée. Ces types étaient frénétiques, imprudents et armés. L'un d'eux sortit un pied de biche court et épais de son manteau et brisa le pare-brise du Peterbilt le plus proche. Un autre leva une arme de poing, tirant 2 coups en l'air. La détonation résonna contre la tôle ondulée de l'entrepôt, couvrant momentanément le bruit de l'orage. « Yaska! Tout le monde à terre maintenant !» hurla l'homme armé. Frankie se figea. Elle était accroupie derrière les pneus arrière de la remorque, complètement hors de vue. L'instinct de survie, dur et froid, prit le dessus. Elle ne cria pas. Elle ne courut pas. Elle recula lentement dans l'ombre du châssis, sa main s'enroulant instinctivement autour du lourd manche en acier d'une barre de force de 60 cm de sa boîte à outils. Dominic se tenait près du bureau de l'entrepôt. Il ne se jeta pas au sol. Il bomba le torse, passant la main sous sa lourde veste de travail. Il n'y parvint pas. Le 3e homme, qui avait contourné le côté du SUV, brandit une batte de baseball. Elle frappa le côté du genou de Dominic avec un craquement humide et écœurant. Le grand homme s'effondra, poussant un rugissement de douleur, sa main retombant loin de sa veste. « Où sont les manifestes ?» exigea le tireur, pressant le canon de son arme contre le front de Dominic. « Les bordereaux de routage pour ce soir. Donnez-les, le vieux, ou je vous fais sauter la cervelle sur ce béton. » Un syndicat rival. Ils attaquaient la chaîne logistique de Costa. Le cœur de Frankie battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle pouvait rester cachée. Ce n'était pas son combat. Elle n'était que la mécanicienne. Laisser l'empire de Costa brûler. Les laisser prendre les manifestes. Mais Dominic saignait sur le sol. Dominic qui l'avait couverte quand elle était en retard lundi. Dominic qui avait discrètement laissé une tasse de café chaud sur sa boîte à outils chaque matin cette semaine. Frankie serra la barre de force. Ses jointures devinrent blanches. L'homme au pied de biche se dirigea vers son emplacement, criant au mécanicien blotti sur le sol de garder la tête baissée. Il passa juste à côté de la remorque, sous laquelle Frankie se cachait. Il ne baissa pas les yeux. Frankie ne réfléchit pas. Elle bougea. Elle se balança hors dessous la remorque, la lourde barre de force décrivant un arc dans les airs. Elle visa bas, mettant tout le poids de son corps dans le cou. L'acier solide heurta l'arrière du genou de l'homme. L'articulation se brisa avec un pop sonore. Il poussa un cri aigu et flûté et s'effondra sur le sol mouillé. Frankie ne s'arrêta pas. Elle fit tourner la barre dans ses mains, inversant sa prise, et frappa l'extrémité métallique lourde contre sa clavicule. Il perdit connaissance, le visage contre le béton. Le coup de feu fut assourdissant. Une balle ricocha sur le côté de la remorque à un pouce de la tête de Frankie, lui projetant au visage des fragments de peinture chaude. Elle se jeta au sol, roulant derrière les énormes pneus en caoutchouc, alors que le tireur tournait son arme vers elle. « Espèce de salope stupide !» cria-t-il, laissant Dominic pour marcher vers la remorque. Frankie recula en rampant, sa main glissant sur le sol graisseux. Elle avait apporté une clé à molette à une fusillade. Elle était coincée. Elle se prépara, agrippant la barre, prête à frapper ses chevilles dès qu'il contournerait le pneu. Des pneus crissèrent à l'entrée. Un moteur rugit, un son aigu et terrifiant qui n'appartenait pas à un camion diesel. La berline noire de minuit déchira la cour. Elle ne freina pas. Elle accéléra droit sur le tireur. L'homme eut à peine le temps de tourner la tête. Il plongea pour s'écarter juste au moment où la berline percutait le SUV garé, écrasant le panneau de custode avant dans une gerbe d'étincelles et de verre brisés. Avant même que le métal n'ait fini de se froisser, les portes de la berline s'ouvrirent. Gabriel Costa en sortit. Le costume sur mesure avait disparu, remplacé par un trench coat sombre. Il ne ressemblait pas à un PDG. Il ne ressemblait pas à un passionné de voitures de collection. Il ressemblait au diable. Il tenait un pistolet avec silencieux dans sa main droite. Il ne cria pas. Il n'hésita pas. Il leva l'arme et tira 2 fois. Le 3e homme, celui qui avait frappé Dominic, laissa tomber sa batte et s'effondra,
se tenant une rotule brisée. Le tireur se releva en chancelant, levant son arme vers Gabriel. Gabriel tira de nouveau, un bruit sourd. L'épaule du tireur fut violemment projetée en arrière, son arme tombant sur le béton dans un cliquetis. Il tomba à genoux, hurlant. La cour devint silencieuse, à l'exception de la pluie battante et des gémissements des hommes blessés. Gabriel traversa lentement le béton mouillé. Son visage était un masque de rage glaciale absolue. Il repoussa l'arme du pied loin de l'homme qui saignait. Il ne le regarda même pas. Ses yeux sombres et sauvages balayaient la cour, frénétiques, cherchant jusqu'à ce qu'il se pose sur la remorque. Frankie se leva lentement de derrière les pneus. Elle était couverte de boue, de graisse et d'eau de pluie. Elle tenait toujours la barre de force dans ses mains aux jointures blanches. Elle tremblait violemment, l'adrénaline s'écrasant enfin dans son système. Gabriel franchit la distance qui les séparait en 3 longues enjambées. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il laissa tomber son arme, ses mains se posant sur ses épaules. Sa prise était brutale, désespérée. Il regarda le trou de balle dans le métal de la remorque, exactement à la hauteur de sa tête quelques instants auparavant. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Tu es touché ?» exigea Gabriel, sa voix un aboiement rauque et dur. Frankie secoua la tête, incapable de trouver sa voix. Elle laissa tomber la barre de force. Elle heurta le sol avec un bruit sourd. Gabriel exhala un son tremblant et rauque. Sans prévenir, il la tira contre lui. Il enfouit son visage dans ses cheveux mouillés et tachés de graisse, ses bras s'enroulant autour d'elle comme des bandes de fer. Il se fichait de la boue, il se fichait du sang. « Je te l'ai dit !» murmura Gabriel férocement contre son oreille. Les mots n'étaient que pour elle, au milieu des décombres. « Tu m'appartiens !» Personne ne touche à ce qui est à moi. Le trajet loin du port fut une affaire étouffante de silence. L'adrénaline qui avait maintenu Frankie debout pendant la fusillade s'évaporait rapidement. Elle laissait derrière elle une douleur froide et creuse dans ses os et un tremblement violent dans ses mains. Gabriel n'avait pas demandé si elle voulait aller à l'hôpital. Il n'avait pas demandé si elle voulait rentrer chez elle. Il l'avait simplement poussée à l'arrière d'un SUV lourdement blindé, conduit par un homme dont les yeux ne quittaient jamais le rétroviseur. Et il avait ordonné une équipe de nettoyage pour les quais. Dominic était déjà dans une ambulance en route vers un chirurgien privé payé par Gabriel. Gabriel était assis à côté d'elle, sur la spacieuse banquette arrière. Il n'avait pas essayé de la toucher à nouveau depuis cette étreinte brutale et désespérée sous la pluie. Il était assis parfaitement immobile, regardant droit devant lui, le pistolet avec silencieux reposant maintenant nonchalamment sur sa cuisse. L'air dans la voiture sentait la laine mouillée, la cordite brûlée et le goût métallique de la peur. « Je suis en train de ruiner votre céleri », dit Frankie. Sa voix semblait faible, complètement dépouillée de sa bravade habituelle. C'était une chose stupide à dire, mais le silence était assourdissant, et elle avait besoin de s'ancrer à quelque chose de banal. Gabriel tourna enfin la tête, ses yeux sombres la balayant. Elle était un désastre. Sa veste en toile était noire d'eau de pluie et de graisse. Son jean était collé à ses jambes par la boue, et ses bottes laissaient des flaques épaisses et sales sur les tapis de sol moelleux. « J'ai d'autres voitures, dit Gabriel, sa voix plate. « Où allons-nous? Chez moi. Ramenez-moi à mon garage, exigea Frankie. Une étincelle de colère défensive perçant enfin le choc. Je ne suis pas votre otage. J'ai une dette. Je n'ai pas une condamnation à mort. Ramenez-moi à mon atelier. Gabriel se pencha plus près, le siège en cuir craquant doucement sous son poids. Votre atelier est complètement exposé. Il a une vitrine en verre et des portes en bois creuses. Les hommes qui viennent de frapper mes quais savent qui était sur la liste des manifestes. S'ils font leur devoir, ils découvriront que vous gérez la flotte lourde. Je ne vais pas vous laisser dans une boîte en verre. C'est vous qui m'avez entraîné là-dedans, rétorqua Frankie, se tournant pour lui faire face. Ses mains étaient serrées en poing sur ses genoux pour cacher le tremblement. Je répare des moteurs. Je n'esquive pas les balles. Vous m'avez dit que j'étais une garantie sur un registre, Costa. Vous ne m'avez pas dit que j'allais servir de cible d'entraînement pour un syndicat rival. Je n'avais pas anticipé une attaque ouverte en plein jour, répondit Gabriel, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. C'était une erreur de calcul de ma part. Ça ne se reproduira pas. Une erreur de calcul? Frankie laissa échapper un rire rauque et incrédule. Un type a failli me faire sauter la tête. Le genou de Dominic est en miettes.
Et vous appelez ça une erreur de calcul? J'appelle ça un problème qui est en cours d'éradication, dit froidement Gabriel. Il tendit la main à travers la console, sa grande main s'enroulant autour de ses poignets, forçant ses poings à s'ouvrir. Son contact était chaud, une encre dans le chaos glacial de son esprit. Vous êtes en vie. Dominique gardera sa jambe. Arrêtez de vous battre contre moi, Francesca. Juste pour ce soir. Arrêtez de vous battre contre moi. Le combat s'évanouit d'elle d'un seul coup. Elle s'affaissa contre le siège, tournant la tête pour regarder les rues de la ville, luisantes de pluie, défiler derrière la vitre teintée. Ils arrivèrent au domaine en pierre qu'elle avait visité quelques jours plus tôt. Cette fois, le chauffeur les conduisit à l'entrée principale. Gabriel la fit passer par les immenses portes en chêne, dans un hall qui ressemblait à un musée d'art moderne. De hauts plafonds, des accents d'acier brossés et des murs d'un blanc éclatant. Frankie se tenait sur le paillasson, hyper consciente de la boue qui gouttait de ses vêtements sur le sol en marbre immaculé. Gabriel n'appela pas de femme de chambre. Il n'appela pas la sécurité. Il enleva son trench coat ruiné, le jeta sur une chaise en velours et la regarda. « À l'étage, dit-il. Elle des invités. Première porte à droite. » Frankie n'argumenta pas. Elle le suivit dans un grand escalier en verre, ses bottes couinant de manière embarrassante à chaque pas. La salle de bain était plus grande que tout son appartement. C'était une étude en ardoise grise et en verre, centrée autour d'une immense baignoire autoportante. « Enlevez la veste », ordonna Gabriel. Il ouvrit une armoire à pharmacie et en sortit une serviette blanche et une trousse de premier secours. Frankie réussit à peler la lourde toile mouillée de ses épaules, la laissant tomber sur le sol avec un bruit humide. En dessous, elle portait un simple débardeur blanc, maintenant collé à sa peau et maculé de graisse de moteur. Elle se tenait près du lavabo en marbre, croisant les bras sur sa poitrine, alors qu'un frisson la parcourait. Gabriel mouilla un gant de toilette avec de l'eau chaude. Il entra dans son espace personnel, sa silhouette imposante bloquant la lumière du plafond. « Regardez-moi » murmura-t-il. Frankie leva le menton. Il pressa doucement le gant chaud et humide contre sa pommette. Elle siffla, reculant d'un coup sec. « Ne bougez pas » commanda doucement Gabriel. La balle a touché la remorque. Un fragment de peinture s'est détaché et vous a coupé le visage. Frankie se força à rester parfaitement immobile pendant qu'il essuyait soigneusement le mélange de graisse, d'eau de pluie et de sang séché de sa joue. Son contact était d'une douceur choquante pour un homme qui venait d'exécuter 2 personnes sans une seconde pensée. Le contraste était terrifiant. C'était un monstre, mais en ce moment, il était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Il jeta le gant ensanglanté et attrapa une petite bouteille d'antiseptique. Il en appliqua sur un coton. Ça va piquer. Il tamponna la coupure. Frankie inspira brusquement, ses mains agrippant instinctivement ses hanches pour se stabiliser. Gabriel se figea. Il baissa les yeux sur ses mains, maculées d'huile et reposant contre sa ceinture coûteuse, puis ramena lentement ses yeux sombres vers les siens. L'air dans la salle de bain en ardoise changea, devenant lourd, épais et incroyablement chaud. « Vous avez dit que je vous appartiens » murmura Frankie. Sa voix était rauque, les mots lui échappant avant que son cerveau ne puisse les arrêter. « Qu'est-ce que ça veut dire, Gabriel » Il ne répondit pas immédiatement. Il laissa tomber le coton sur le comptoir. Il posa ses mains sur sa taille, ses pouces s'enfonçant dans le creux au-dessus de ses hanches. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien, son souffle effleurant ses lèvres. « Ça veut dire, dit Gabriel, sa voix un grondement de velours sombre, que quiconque essaiera de vous prendre à moi mourra. Et ça veut dire que vous ne retournerez jamais à une vie normale. Vous avez franchi la ligne la seconde où vous m'avez insulté dans mon bureau, et je ne vous laisserai jamais la retraverser. » La cheminée dans le bureau de Gabriel était massive, taillée dans du marbre noir. Un feu y rugissait, projetant de longues ombres dansantes sur les murs. Frankie était assise dans un lourd fauteuil en cuir. Elle portait un pantalon de survêtement gris foncé et un t-shirt noir qu'elle avait trouvé soigneusement plié sur le lit d'invité. Ils étaient bien trop grands, flottant sur elle, mais ils étaient secs et sentaient légèrement le cèdre. Elle fixait les flammes, tenant un verre en cristal rempli de 2 doigts d'un scotch exceptionnellement doux. La brûlure de l'alcool dans sa gorge était la seule chose qui tenait le froid à distance. Gabriel se tenait près d'un grand bureau en acajou de l'autre côté de la pièce, au téléphone.
Il avait changé de vêtements, un pantalon sombre et un simple pull noir qui le faisait ressembler moins à un PDG qu'à un fantôme. Il parlait en italien, rapidement et à voix basse. Les mots étaient trop rapides et trop saccadés pour que Frankie puisse les suivre, mais le ton était sans équivoque. C'était le ton d'un homme démantelant un ennemi, morceau par morceau sanglant. Il termina l'appel, jeta le téléphone sur le bureau et se dirigea vers le fauteuil en face du sien. Il se versa un verre d'une carafe en cristal et s'assit, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Les hommes sur les quais appartiennent à la famille Rousseau, dit Gabriel, sautant les politesses. Ils contrôlent les raquettes d'extorsion du côté Est. Ils veulent mes routes logistiques. Frapper le dépôt d'entretien était un message pour mes chauffeurs. Si les camions ne sont pas en sécurité dans la cour, ils ne sont pas en sécurité sur la route. Ils allaient exécuter Dominique pour un manifeste de routage, dit Frankie, fixant son verre. Ils allaient me tuer. Oui. Gabriel n'offrit aucun réconfort vide. Il n'édulcora pas la violence. Frankie respectait cela, même si cela lui retournait l'estomac. Rousseau est un boucher. Il ne respecte pas les anciennes règles. Il considère les victimes civiles comme un levier nécessaire. Frankie prit une lente gorgée de scotch. La chaleur se répandit dans sa poitrine, calmant ses nerfs. Elle leva les yeux vers lui, son regard se durcissant. La peur reculait, remplacée par l'instinct de survie tenace et pragmatique qui avait maintenu sa famille à flot ces 5 dernières années. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, nous entrons en guerre » déclara simplement Gabriel. « Je vais démanteler systématiquement son opération. D'ici 1 mois, la famille Rousseau n'existera plus dans cette ville. » Frankie hocha lentement la tête, digérant la promesse désinvolte de violence de masse. « Et moi, quelle est ma place dans cette guerre ?»« Vous restez ici, » dit Gabriel. Ce n'était pas une suggestion. Cette maison est une forteresse. Vous êtes en sécurité entre ses murs. Vous travaillerez sur la collection privée dans le garage pour passer le temps. Frankie posa son verre sur la lourde table basse en chêne avec un bruit sec. Non. Les yeux de Gabriel se plissèrent. La température ambiante dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Pardon? Vous m'avez entendu. » Non. Frankie se pencha en avant, adoptant la même posture que lui. « Je ne suis pas une princesse que vous pouvez enfermer dans une tour de pierre. Je ne suis pas un animal de compagnie que vous pouvez garder en sécurité dans le jardin. J'ai une entreprise à gérer. J'ai un frère qui se promène actuellement avec une cible dans le dos à cause de sa dette envers vous. Si Rousseau sait qui je suis, il sait qui est Léo. J'ai déjà envoyé des hommes pour sécuriser votre frère, rétorqua Gabriel avec douceur. Il est transféré dans une planque hors de l'état jusqu'à ce que ce soit résolu. Il n'est pas votre problème. Frankie cligna des yeux, momentanément décontenancé. Il avait déjà protégé Léo. Il avait anticipé son anxiété et l'avait neutralisée avant même qu'elle ne puisse la formuler. C'était d'une efficacité exaspérante. Quoi qu'il en soit, Frankie insista, refusant de perdre le dessus. « Je ne reste pas dans cette maison à faire des travaux d'appoint. J'ai conclu un accord pour rembourser une dette de 300 000 $ en entretenant votre flotte. Je ne peux pas le faire si je me cache du croque-mitaine. » Gabriel pencha la tête, l'étudiant avec ce même regard intense et disséquant qu'il avait utilisé dans son bureau lors de leur première rencontre. « Vous avez failli être tuée aujourd'hui, Francesca. Vous avez matraqué un homme avec une barre d'acier. La plupart des femmes exigeraient une protection. La plupart des gens supplieraient de se cacher dans cette maison. Je vous ai dit que je ne suis pas comme la plupart des gens, rétorqua Frankie. Mais je ne suis pas stupide non plus. Si je travaille pour vous et que vos ennemis essaient de me trouer la peau, les termes de notre arrangement ont fondamentalement changé. » Un sourire lent et dangereux commença à se former sur les lèvres de Gabriel. C'était le même sourire féroce qu'il avait arboré quand elle l'avait maudit en sicilien. Il adorait ça. Il adorait qu'elle riposte. « Vraiment ?» murmura Gabriel, en prenant une gorgée de son scotch. « Et quels sont vos nouveaux termes, petite mécanicienne ?»« La dette est effacée, » déclara Frankie. Sa voix était ferme, résolue. Elle ne cilla pas. « Dès maintenant, ce soir, la dette de Léo a disparu. Le garage est à moi, libre et quitte. Je ne vous dois pas un centime. » Gabriel haussa un sourcil. « Vous voulez que j'efface 300 000 $ parce que vous avez eu une mauvaise journée au travail? Je veux que vous l'effaciez parce que j'ai sauvé la vie de votre contremaître aujourd'hui, corrigea vivement Frankie. Je veux que vous l'effaciez
parce que vous avez amené une guerre à ma porte sans me prévenir. Et je veux que vous l'effaciez, parce que si je dois continuer à faire tourner vos camions pendant que des gens me tirent dessus, je le ferai en tant qu'égal, pas en tant qu'esclave. Le silence s'étira entre eux, épais et crépitant de tension. Le seul son était le crépitement des braises dans la cheminée. Gabriel se leva lentement. Il contourna la table basse jusqu'à se tenir directement devant son fauteuil. Il se pencha, prit son verre vide sur la table et le mit de côté. Puis il appuya ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil, se penchant sur elle, la piégeant sous lui. Il était si proche qu'elle pouvait voir les éclats dorés cachés dans les profondeurs de ses yeux sombres. Elle pouvait sentir le scotch sur son haleine. « Une égale » murmura Gabriel, goûtant le mot sur sa langue. « Vous êtes incroyablement arrogante, Francesca. Je suis pragmatique. » Frankie tint bon, penchant la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, un rythme frénétique et sauvage qui n'avait rien à voir avec la peur, et tout à voir avec la lourde attraction magnétique de l'homme planant au-dessus d'elle. Gabriel fixa sa bouche pendant une longue et angoissante seconde, avant de ramener ses yeux vers les siens. « D'accord, » souffla Gabriel. La dette est effacée. Mais en échange, vous n'entretenez pas seulement la flotte, vous la gérez. Vous dirigez le centre logistique sur les quais. Vous reconstruisez le dépôt, et vous le faites sous ma protection. « Et si je dis non ?» demanda Frankie, sa voix tombant dans un murmure haletant. Gabriel se pencha, ses lèvres effleurant le pavillon de son oreille, envoyant un violent frisson le long de sa colonne vertébrale. « Tu ne le feras pas, » promit-il sombrement, « parce que tu aimes le feu tout autant que moi. » Le soleil du matin perça la lourde couverture nuageuse, projetant de longues ombres nettes sur les pelouses manucurées du domaine. L'orage était passé, laissant l'air sentir le pain humide et la pierre concassée. Frankie se tenait dans l'immense cuisine, portant sa veste en toile. Elle était raide, ayant séché près de la cheminée pendant la nuit. Les faibles taches de graisse et de vieux sang étaient incrustées en permanence dans le tissu. Elle sentit le poids lourd du tissu sur ses épaules, et l'accueillit. C'était son armure. Gabriel se tenait près d'une machine à expresso en acier inoxydable, regardant le liquide sombre couler dans une petite tasse en céramique. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, exposant une tapisserie de cicatrices délavées et d'encre sombre. Il n'avait pas l'air fatigué, bien que Frankie sache qu'il n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à orchestrer un massacre. Il prit l'expresso, traversa le sol en ardoise et le lui tendit. Frankie le prit, leurs doigts s'effleurant. La chaleur de la céramique se transféra à ses mains froides. « Dominic est sorti de chirurgie », dit Gabriel doucement, appuyant sa hanche contre le comptoir en granit. « Ils ont fixé l'os. Il insiste pour retourner au chantier aujourd'hui, contre l'avis médical. Cet homme est têtu comme une mule. C'est un mécanicien, » répondit Frankie en prenant une gorgée du café amer et brûlant. « S'il reste immobile, il rouille. » La bouche de Gabriel se contracta en un léger sourire entendu. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un lourd trousseau de clés, le laissant tomber sur le comptoir en granit avec un cliquetis sec. À côté des clés, il plaça un épais dossier manille. « Les titres de propriété des camions », déclara Gabriel. « Les comptes de paie, les codes d'accès au logiciel de routage et les clés du bureau principal du quai 44. À partir de ce matin, le dépôt d'entretien fonctionne comme une filiale indépendante de Vanguard Logistics. Vous en êtes la directrice. » Frankie fixa les clés. Hier, elle était une otage remboursant une dette de jeu. Aujourd'hui, elle possédait une partie du plus grand empire logistique de la côte Est. Elle posa la tasse d'expresso et ramassa les clés. Le métal était froid et lourd. « Russo ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. « Russo n'est plus un problème », répondit Gabriel. Sa voix était totalement dépourvue d'émotion, un vide plat et terrifiant qui lui indiqua exactement avec quelle brutalité il avait traité le problème. Les quais sont sécurisés. Mes hommes garderont le périmètre. Mais à l'intérieur de la cour, votre parole est absolue. Allons-y alors, dit Frankie en glissant les clés dans sa poche. Nous avons des camions à réparer. Le trajet de retour au port était une étude de contraste par rapport à la nuit précédente. Le SUV blindé avait disparu, remplacé par l'élégante berline noire de Gabriel. Ils roulèrent en silence, mais ce n'était pas le silence étouffant et terrifié de l'après-midi précédent. C'était un silence confortable et lourd,
Quand ils passèrent les grilles du quai 44, la cour était une scène de chaos contrôlé. Les palettes brisées avaient été balayées. Le sang avait été lavé par la forte pluie. Une douzaine d'énormes camions de transport tournaient au ralenti dans les emplacements. L'odeur de fumée de diesel flottant lourdement dans l'air marin. Près du bureau principal, Dominique était assis sur une chaise pliante cabossée, sa jambe droite dans un lourd plâtre et posée sur une caisse de lait. Il criait sur deux jeunes mécaniciens tenant un schéma. Il s'arrêta au milieu de sa phrase quand la berline de Gabriel se gara près des emplacements. Frankie sortit de la voiture. La cour devint instantanément silencieuse. Les mécaniciens, les chauffeurs, les dockers, tous arrêtèrent ce qu'ils faisaient et la regardèrent. Ils ne regardèrent pas Gabriel, qui se tenait silencieusement près de la portière du conducteur. Ils regardèrent la femme qui avait chargé un tireur avec une barre de force. Elle traversa le béton, ses bottes à embout d'acier résonnant dans la cour silencieuse. Elle s'arrêta devant Dominique. Le grand homme leva les yeux vers elle depuis sa chaise, son visage pâle, mais ses yeux vifs. « Tu as une sale gueule, le vieux », dit Frankie. Dominique laissa échapper un rire rauque et aboyant qui se transforma en un sifflement. « Tu devrais voir l'autre. »« Je l'ai vu », dit Frankie platement. Elle lui arracha le presse-papier des mains. « Tu es immobilisé pour 6 semaines. Tu peux gérer la répartition depuis le bureau. Je prends l'atelier. » Dominique n'argumenta pas. Il hocha simplement la tête. Un respect profond et sincère s'installant sur ses traits burinés. « C'est à court, patronne. » Frankie se tourna pour faire face au reste de l'équipe. Ils attendaient un discours. Ils attendaient des platitudes d'entreprise ou des menaces mafieuses. Elle ne leur donna ni l'un ni l'autre. L'emplacement 4 a besoin que la transmission soit déposée avant midi, cria Frankie, sa voix portant facilement par-dessus les moteurs au ralenti. Le numéro 12 a une conduite d'air défectueuse. Réparez-la. Le calendrier de routage est serré ce soir et je ne perdrai pas un seul contrat parce que vous êtes là à me regarder. Au travail. La cour reprit vie instantanément. Les perceuses pneumatiques sifflèrent, le métal lourd cliqueta et les hommes se précipitèrent vers les emplacements. Frankie les observa un instant, sentant le rythme familier et chaotique du garage s'installer dans ses os. C'était violemment bruyant, sale et parfait. Elle se retourna pour trouver Gabriel debout à quelques mètres de là. Il avait les mains dans les poches, la regardant avec cette même intensité sombre et dévorante. Mais il y avait autre chose maintenant, de la fierté. Il combla la distance entre eux, ignorant les mécaniciens qui passaient en courant. Il se fichait de qui les voyait. Il s'arrêta juste devant elle. L'odeur propre et vive de son eau de Cologne à la bergamote se mélangeant à la lourde fumée de diesel. « Tu as bâti un empire en 10 minutes, » murmura Gabriel, sa voix un grondement sourd destiné uniquement à elle. « Je te l'ai dit Frankie, en relevant le menton pour croiser son regard. Je sais comment faire tourner les choses. » Gabriel tendit la main, l'enroulant autour de sa nuque. Son pouce effleura l'égratignure qui s'estompait sur sa pommette. Le contact envoya une onde de choc de chaleur jusqu'à ses orteils. « Et moi, Francesca » murmura Gabriel, se penchant jusqu'à ce que leurs lèvres ne soient plus qu'à un souffle l'une de l'autre. « Sais-tu comment me gérer » Frankie ne recula pas. Elle agrippa les revers de sa veste coûteuse, ses doigts tachés de graisse marquant le tissu immaculé. Elle le tira sur ce dernier centimètre, scellant sa bouche sur la sienne. Le baiser fut comme craquer une allumette dans une poudrière. Rauque, brutal et complètement inévitable. Il avait le goût du café amer, de sombres promesses et d'un pouvoir absolu. Quand ils se séparèrent enfin, Frankie était à bout de souffle, mais ses yeux brûlaient d'une lumière féroce et sans compromis. « Je suis une mécanicienne, Gabriel, » souffla-t-elle, posant son front contre le sien. « Je peux gérer n'importe quel monstre que tu mettras en face de moi. Et c'est ainsi que l'on négocie avec un chef de la mafia. » Frankie n'a pas seulement survécu au monde souterrain. Elle l'a regardé droit dans les yeux, a brandi une barre de force en acier et a revendiqué son propre trône, juste à côté de Gabriel Costa. Qu'avez-vous pensé de cette transition finale d'ennemi à égaux absolu? Auriez-vous accepté l'accord pour diriger l'empire logistique, ou seriez-vous parti complètement? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez adoré cette plongée dans le courage, l'essence et la romance mafieuse, explosez le bouton j'aime, partagez-la avec un ami
et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer notre prochaine histoire originale intense.